Regardez bien cette image et dites-moi à quoi vous pensez en premier lieu. Ceci n'est pas une toile ou un patchwork, mais une partie d'une base aérienne vue du ciel. Cette base se trouve à quelques kilomètres du centre-ville de Tucson, en Arizona. Elle est connue sous le nom de base aérienne de Davis-Monthan, depuis 1925. Une très vieille base tout de même. Or, ce ne sont pas seulement ses 98 ans d'existence ou les différents rôles qu'elle a joués en temps de guerre et d'après-guerre qui la caractérisent, mais aussi le cimetière d'avions qu'elle comporte. Eh oui, tous les avions et véhicules aérospatiaux militaires, ou ceux qui appartenaient au gouvernement américain et qui ne sont plus fonctionnels, se retrouvent dans le boneyard, c'est-à-dire le cimetière. Il doit y en avoir au moins 5000 et, comme vous avez pu le voir, ils sont tous stationnés à la perfection, formant par là un magnifique tableau, encore plus enchanteur au coucher du soleil. Bien sûr, vous vous demandez d'où vient l'appellation de cette base. Eh bien, la base aérienne de Davis-Monthan a été nommée ainsi en l'honneur de deux pilotes de la Première Guerre mondiale, tous les deux natifs de Tucson, Samuel Howard Davis et Oscar Monthan. Outre la base aérienne de Davis-Monthan, il existe plein d'autres curiosités dans le monde qui sont tous les jours découvertes et qui sont aussi fascinantes qu'intéressantes. Cela vous dit de les voir? Bien. Voici donc les découvertes les plus incroyables qui ont été faites. On commence. Pour vous, quel serait l'endroit rêvé pour vivre? Vous allez peut-être me dire une maison au bord de la mer, un chalet en montagne ou une ferme gigantesque. Mais tout le monde n'a pas les mêmes goûts en matière d'habitation. Bruce Campbell, un septuagénaire américain, a choisi, lui, de vivre dans un avion. Cet homme s'est acheté un avion qu'il a installé ensuite dans une forêt pour y couler des jours heureux. C'est à Hillsboro, une banlieue de Portland, dans l'état de l'Oregon, que Bruce Campbell a acquis 10 acres de terrain pour la somme de 25 800 $ au début des années 70. Et c'est sur cette parcelle qu'il vit aujourd'hui à l'intérieur de son avion de ligne. Mais son rêve de vivre dans un avion avait commencé bien avant les années 70, lorsqu'un jour il a vu un cimetière d'avions à la télévision. Bruce avait 15 ans à cette époque-là, et des années plus tard, son rêve a fini par se réaliser. Bruce a acquis un Boeing 727 d'une capacité de 200 passagers qui fait environ 100 mètres carrés de superficie et pèse à peu près 32 tonnes, pour la somme de 100 000 $. Petite anecdote, cet avion avait été utilisé pour transporter la dépouille du célèbre armateur et homme d'affaires grec Aristote Onassis, mort en 1975 jusqu'en Grèce. Une fois acquis par Campbell, l'appareil a été transporté de la Grèce à l'Oregon, puis préparé en le dépourvoyant de ses moteurs et bien sûr, il a été aménagé pour en faire un petit nid douillet. La transformation de l'avion a pris 2 années et a nécessité environ 15 000 $. Mais l'heureux propriétaire de cette maison-avion vit aujourd'hui très confortablement. Il n'y a toutefois qu'une petite ombre au tableau car Campbell doit payer 370 $ par mois répartis en impôts fonciers et en électricité. Mais ce monsieur n'a aucun regret pourvu qu'il coule encore des jours heureux dans sa propriété. Au Pays de Galles, il existe une grotte qui ne ressemble à aucune autre dans le monde. Voici la caverne des âmes perdues, ou Cavern of Lost Souls, comme on l'appelle là-bas. Cette grotte, qui se trouve dans la région de Ceredigion, était en fait une ancienne mine d'ardoise. Mais les habitants de la région s'en sont servis plus tard pour y déposer des objets dont ils n'avaient plus besoin, comme des téléviseurs, des réfrigérateurs, des fours à micro-ondes et même des voitures. D'ailleurs, c'est ce qui fait la particularité de cette mine. Sa chambre principale, qui est profonde d'environ 20 mètres et qui est remplie d'eau, s'est transformée en un véritable cimetière de voitures, faiblement éclairé par la lumière naturelle qui pénètre dans la grotte. Cela n'a rien d'étrange pour les habitants de la région, mais pour les visiteurs étrangers qui découvrent pour la première fois Cavern of Lost Souls, la curiosité et la stupéfaction sont au rendez-vous. Des personnes habillées de vêtements colorés, debout en rangée sur un champ et qui semblent tous regarder vers la même direction, c'est la vision qui vous frappera si vous vous rendez un jour à Suomussalmi, une ville dans le nord-est de la Finlande. Or, même si vous n'allez pas là-bas, vous pouvez tomber dessus sur Google Street View. À première vue, on dirait une armée de zombies qui braquent tous leurs yeux hagards sur les arbres. Mais rassurez-vous, ce ne sont pas des zombies mais des épouvantails. The Silent People, ou Le Peuple Silencieux, c'est le nom de cette œuvre artistique atypique, qui revient à l'artiste finlandais Reijo Kela. Les épouvantails existent depuis de très nombreuses années. De plus, ils n'ont pas toujours été au même endroit. En effet, l'artiste les a exposés dans différents lieux, comme la place du marché et la place du Sénat, dans la capitale Helsinki, ou encore dans un champ au quartier La Silla, toujours dans la capitale finlandaise. Quant au sens dans lequel il semble regarder, eh bien, ça reste un mystère, car l'artiste préfère ne donner aucune explication à ce sujet. À mon avis, il voudrait que chaque personne qui regarde son exposition puisse interpréter les choses à sa manière. Des châteaux, il en existe un peu partout dans le monde. Certains semblent sortir tout droit d'un conte de fées, alors que d'autres ont la réputation d'être des endroits hantés. Mais le château dont je vais vous parler maintenant est d'un tout autre genre.
Allons donc en Irlande pour découvrir ensemble le château de McDermott. Ce château, ou plutôt ce qu'il en reste, est situé dans le comté de Roscommon, à quelques kilomètres de la ville de Boyle. Il se trouve sur une petite île appelée Castle Island, ou l'île du château, au beau milieu du lac Lough. Mais ce n'est pas ça le plus intéressant. Il existe en effet une légende sur le château de McDermott, selon laquelle le chef McDermott avait une fille qui se prénommait Una, et qui était amoureuse d'un garçon de classe inférieure. Le père d'Una, ne voyant pas cette relation d'un bon œil, a interdit alors à sa fille de quitter l'île. Mais le garçon a décidé de rejoindre sa bien-aimée à la nage. Malheureusement, il a fini par se noyer dans le lac. On raconte qu'Una est morte de chagrin après cette tragédie, mais aujourd'hui, elle et son amoureux seraient enterrés sur l'île, sous 2 arbres entrelacés. Quelle triste histoire. Malgré tout, le château de McDermott vaut bien la peine d'être visité, et puis une fois là-bas, il est également possible de faire des excursions pour visiter les zones environnantes, ainsi que le parc forestier du lac. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo, et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On continue. Imaginez que vous êtes dans un cinéma où il n'y a pas de film. Ne vous méprenez pas, il existe bien un cinéma où aucun film n'est projeté, et où vous pourrez profiter d'un tout autre spectacle. Ce cinéma existe en Égypte, en plein désert, et il est l'œuvre d'un Français nommé Dean Heydel. Dean Heydel avait toujours rêvé de construire un théâtre dans le désert égyptien du Sinaï. Et son rêve s'est réalisé dans les années 90. Situé non loin de la ville de Sharm el-Sheikh, le cinéma du 7e art n'est pas connu de tout le monde, sauf peut-être des touristes qui vont à l'aventure et qui le découvrent au cours de leurs excursions en quad. Ce cinéma n'était pourtant pas destiné à rester vide. Un premier spectacle devait y avoir lieu en octobre 1997, chose qui n'arriva pas finalement. Et pour couronner le tout, ce cinéma en plein air a fini par être abandonné. Mais vous pouvez toujours voir à quoi il ressemble. Si un jour vous avez l'occasion d'aller visiter le site, vous y trouverez plusieurs rangées de sièges en bois comme dans un vrai cinéma. Mais à la différence d'une vraie salle de cinéma, vous ne regarderez pas de film. Le paysage naturel environnant constitué de collines est l'unique spectacle que vous pouvez contempler. Et il faut bien le dire, c'est un beau spectacle qui vaut la peine d'être vu, surtout au coucher du soleil ou quand le ciel est parsemé d'étoiles. The Desert Breath, ou le souffle du désert, c'est le nom d'une importante installation artistique qui se trouve dans le désert égyptien et qui a vu le jour en mars 1997 grâce à une équipe de 3 femmes. Stella Constantinides et Alexandra Stratou, toutes 2 architectes, et Danae Stratou, artiste, souhaitaient en effet créer une œuvre artistique dans le désert. Elles ont plus tard réussi à créer cette œuvre sableuse qui s'étend sur une superficie de 100 000 m². Situé entre la mer et les montagnes, le souffle du désert a nécessité pas moins de 8000 m³ de sable. Et vu du ciel, cette construction artistique en forme de spirale est vraiment à couper le souffle. Depuis toujours, l'homme s'intéresse aux ovnis, et certains font tout pour pouvoir repérer des soucoupes volantes et avoir par là la preuve de l'existence des extraterrestres. Or, il peut arriver que l'on fasse des observations bizarres de manière tout à fait inattendue. Il y a quelques années, par exemple, sur Google Maps, on a réussi à repérer un soi-disant ovni en Roumanie. Regardez cette image. N'est-ce pas une soucoupe volante que l'on voit là ? Un chasseur d'extraterrestres, du nom de Scott Waring, a même produit une vidéo dans laquelle il a déclaré que cette image est devenue un objet de fascination durant des années après sa découverte sur Google Maps. Pour les chasseurs d'extraterrestres, cela constituait la preuve que des extraterrestres avaient peut-être garé leurs vaisseaux spatiaux là-bas. Pourquoi la Roumanie au juste ? On l'ignore. Comme on ignore toujours pourquoi on aurait cherché à cacher cette soucoupe volante. Les collectionneurs de voitures sont souvent à la recherche de véhicules anciens ou vintage qu'ils préfèrent parfois garer dans leur garage plutôt que de rouler dedans, afin de ne pas les abîmer bien sûr. Quant au nombre de ces voitures, il peut différer d'une personne à l'autre, à moins que l'on ne soit comme le sultan de Brunei, le célèbre monarque mondialement connu pour son importante collection de voitures. Mais attendez, il se trouve que le sultan de Brunei n'est pas le seul à posséder un si grand nombre de voitures dans son garage. Un autre a également fait parler de lui il y a quelques années, après que l'on ait découvert qu'il avait collectionné 50 voitures. Oui, 50 voitures, et pas n'importe lesquelles. L'ancien pilote de course allemand Michael Frohlich a réussi en effet à collectionner 50 voitures anciennes d'une valeur importante. Parmi toutes ces voitures, il y a une Porsche, une Buick, une Rolls-Royce, une Fiat, une Citroën ainsi qu'une Jaguar XK120 avec laquelle Frohlich a gagné un Grand Prix en Allemagne en 1984. Mais au lieu de les garer dans un garage, cet ancien pilote de course a choisi de les laisser pourrir dans une forêt après les avoir délibérément écrasés contre des arbres et enterrés dans la boue. Regardez un peu à quoi ressemble ce cimetière de voitures aujourd'hui. Si Michael Frohlich a décidé de collectionner des voitures de la sorte, c'est parce qu'il en a eu l'idée lorsqu'il a remporté son Grand Prix en 1984.
Chaque voiture collectionnée représentait une année de la vie de cet homme qui a affirmé que ces 50 véhicules rassemblés jusqu'en l'an 2000 étaient en fait 50 morceaux de sa vie. Bien pensé, vous ne trouvez pas? N'allez pas croire cependant que ces voitures n'ont plus aucune valeur. Bien au contraire, ce tas de ferraille est même d'une très grande valeur, puisque ces voitures vaudraient aujourd'hui plus de 800 000 €. Imaginez que vous êtes dans un désert aride où il n'y a rien à l'horizon, quand tout à coup vous tombez sur une immense flèche en béton. Savez-vous que ces flèches existent pour de vrai? Si. En Amérique, dans le Nevada, le Wyoming, l'Utah et dans bien d'autres régions du pays, vous pourrez trouver ces énormes flèches de béton qui ont été construites de fin 1926 jusqu'à 1931, afin de guider les pilotes du service postal aérien du pays. Car oui, à l'époque, le GPS n'existait pas encore, et seules ces flèches éclairées par des balises servaient à orienter les pilotes. Beaucoup sont fascinés par ces flèches, comme Brian et Charlotte Smith, un couple de Californiens qui n'ont pas hésité à parcourir l'Amérique pour aller à leur recherche, et qui ont même utilisé un drone pour prendre des photos aériennes de quelques flèches. Selon Charlotte Smith, ces flèches qui représentent des reliques de l'histoire américaine pourraient bien devenir des monuments historiques. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, laquelle de ces découvertes que vous avez faites dans la vidéo d'aujourd'hui vous a le plus fasciné? Y a-t-il d'autres curiosités que vous connaissez et dont vous aimeriez nous parler?